Dans la tranquille ville de Briarwood, nichée entre des collines ondulantes et des banlieues animées, vivait la famille Harris. De l'extérieur, il semblait parfait. Une clôture blanche, une pelouse bien entretenue, et 3 filles qui semblaient compléter le tableau. Mais à l'intérieur de cette maison, une tempête avait depuis longtemps pris racine. Jessica Harris, la mère, était obsédée par les apparences. Sa fierté et sa joie étaient ses 2 plus jeunes filles, Madison et Chloé. Madison, l'aînée, avait la grâce d'une reine de concours de beauté. Chloé, la plus jeune, avait le genre de sourire qui faisait fondre les voisins. Elles étaient tout ce que Jessica voulait que le monde voie, minces, élégantes, populaires, et surtout, prêtes à être photographiées. Et puis il y avait Emily. L'enfant du milieu. Emily était différente. Elle était douce, réfléchie et avait des courbes que sa mère détestait. Jessica n'a jamais caché sa déception. Elle n'a jamais dit à Emily qu'elle était belle. Elle ne l'a jamais encouragée comme elle le faisait avec ses sœurs. Au lieu de cela, Emily fut réduite à être la domestique. Chaque jour après l'école, elle frottait les sols, lavait la vaisselle, pliait le linge, pendant que ses sœurs riaient dans leur chambre, prenant des selfies et les postant sur Instagram. La mort prématurée de son père il y a des années avait aggravé les choses. Il avait été le seul à la défendre. Maintenant, la maison était un champ de bataille, et Emily était la seule sans armure. Pire que le silence était la cruauté. Ses sœurs se moquaient d'elle, l'appelaient baleine et cochonnet. Jessica ne les corrigeait jamais. En fait, elle s'y joignait souvent. Aucun homme ne voudra jamais de toi, murmura-t-elle un jour pendant le dîner. Autant te concentrer sur l'utilité. Emily cessa de beaucoup parler. Elle cessa de manger dans la salle à manger. Elle cessa de se regarder dans les miroirs. La seule lumière dans son monde était son amie Rachel. Une fille timide de l'école qui savait ce que la solitude ressentait. Elles s'asseyaient ensemble à la cafétéria pendant le déjeuner, partageaient des collations, parlaient de livres et faisaient semblant que le monde n'était pas aussi cruel qu'il l'était réellement. Les choses arrivèrent à un point de rupture le jour où Emily entendit sa mère murmurer au téléphone. « Je ne sais pas pourquoi je gaspille même de l'argent pour l'éducation de celle-là. Elle ne fera jamais rien de sa vie. Elle est juste embarrassante. » Cette nuit-là, Emily craqua. Elle appela la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse, sa grand-mère Margaret. « Je ne peux plus rester ici, » murmura Emily à travers ses sanglots. « S'il te plaît, puis-je venir vivre avec toi ?» Margaret n'hésita pas. Elle était tout ce que la mère d'Emily n'était pas. Douce, encourageante et pleine de sagesse tranquille. Quand Emily arriva chez sa grand-mère, la petite maison de plain-pied sentait la lavande et la soupe maison. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Pour la première fois depuis longtemps, Emily pouvait se réveiller sans marcher sur des œufs. Elle alla dans une école publique voisine, moins prestigieuse que celle privée où allaient Madison et Chloé, mais cela n'avait pas d'importance. Elle avait sa liberté. Elle avait son espace. Elle avait Rachel, toujours à ses côtés, lui envoyant des messages tous les jours même si elles allaient maintenant dans des écoles différentes. Margaret fit tout pour la réconforter. Elle encouragea Emily dans ses études, l'aida à apprendre à coudre, lui disait qu'elle était belle chaque matin. Cela n'effaça pas les années de douleur, mais cela planta quelque chose de nouveau en Emily, l'espoir. « Je me fiche de ce que dit ta mère, » lui dit Margaret un jour alors qu'elles pliaient le linge ensemble. « Tu as un bon cœur, et ça vaut plus que tout ce qu'elle recherche. » Mais la paix, comme Emily l'apprenait, ne dura jamais longtemps. Le retour au cauchemar s'est arrivé subitement. Un après-midi, juste après l'école, Emily rentra chez elle et trouva sa grand-mère affalée dans le fauteuil, la télévision toujours allumée. L'assiette de biscuits intacte sur la table basse lui tordit l'estomac. Elle se précipita pour appeler le 911, mais il était trop tard. Margaret était décédée d'une crise cardiaque. Sans prévenir, sans un adieu. Le cri qu'Emily poussa cette nuit-là, personne ne l'entendit. Personne, sauf son reflet dans le miroir de la chambre. Les funérailles passèrent dans un flou. Madison et Chloé firent à peine semblant de s'en soucier. Jessica ne pleura même pas. Au lieu de cela, elle grommela de devoir payer pour le cercueil. Quand Emily fut forcée de retourner vivre chez sa mère, ce fut comme entrer dans une fournaise de vieille douleur. Seulement maintenant, c'était pire.
tu as apporté la mort dans cette maison, claqua Jessica alors qu'Emily franchissait la porte. Elle allait bien avant que tu n'arrives. Elle n'a jamais été malade avant, renchérit Madison. Puis tu as emménagé, et maintenant elle est morte. Tu es maudite, ajouta Chloé en souriant. Emily regarda sa mère, espérant qu'elle la défendrait. Mais Jessica croisa simplement les bras et dit froidement, « Quoi ? Elle mente ?» Cette nuit-là, Emily était allongée sur son vieux lit jumeau, les larmes trempant son oreiller, murmurant encore et encore, « Pourquoi suis-je ici ? Que ai-je fait pour mériter cela ?» Elle ne mangea pas pendant 2 jours. Elle parla à peine. La maison reprit son ancien rythme. Emily faisant tout le travail, ses sœurs vivant comme des reines. Mais quelque chose en elle commença à changer. La douleur était toujours là, mais maintenant elle venait avec une nouvelle pensée, « Je ne veux pas rester brisée pour toujours. » L'écho viral un après-midi, pendant la récréation, elle se confia à Rachel. Elles s'assirent ensemble sous leur arbre habituel, loin du bruit des autres élèves. « Je ne crois pas que je puisse continuer comme ça, dit Emily, tirant sur la manche de son pull. Si un jour tu ne me vois plus, sache juste que je n'en pouvais plus. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent de peur. « Ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Personne ne s'en soucie, Rachel. Personne. » Je m'en soucie, dit Rachel fermement. Je m'en soucie. Et bien plus de gens que tu ne le penses. Plus tard cette nuit-là, Rachel rentra chez elle et fixa la seule photo qu'elle avait d'Emily. La seule qu'Emily ait jamais laissé prendre. Ce n'était pas une photo glamour. Juste un moment qu'elles avaient partagé, riant dans la bibliothèque, éclairée par la lumière d'une fenêtre poussiéreuse. Mais pour Rachel, elle montrait la vraie beauté d'Emily. Sans trop réfléchir, Rachel ouvrit ses réseaux sociaux et fit un post, « Voici ma meilleure amie. Elle souffre. Elle se croit laide et sans valeur parce que c'est ce que les gens lui ont dit pendant des années. S'il vous plaît, aidez-moi à lui dire qu'elle est belle. Elle veut abandonner. » Elle publia et s'endormit, ne sachant pas qu'elle venait de tout changer. Le matin après que Rachel eut fait le post, elle fut réveillée en sursaut par le bourdonnement incessant de son téléphone. Encore endormie, elle le saisit sur sa table de nuit, s'attendant à quelques messages. Ce qu'elle vit la fit s'asseoir. Plus de 10 000 notifications, des milliers de likes, des centaines de commentaires, des centaines de repartages, et un nouveau hashtag, #BeautifulEmily était en *trending*. Des gens de tout le pays avaient vu le post. Des inconnus commentaient avec des messages sincères, louant la beauté et le courage d'Emily. Certains partageaient leurs propres histoires de harcèlement et de dénigrement corporel. D'autres taguaient des pages de mode et des agences de mannequins. Le post avait touché quelque chose de profond et il avait explosé. Rachel cligna des yeux, se pinça le bras et murmura, « Ce n'est pas possible. » Elle composa instantanément le numéro d'Emily. Quand Emily décrocha, sa voix était fatiguée et calme. « Salut, Emily, dit Rachel, essoufflée. Tu dois regarder tes réseaux sociaux. Tout de suite. Genre, maintenant. » Emily hésita. Elle ouvrait rarement son Facebook. C'était toujours une fenêtre sur un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais la voix de Rachel avait une urgence. Elle ouvrit l'application. Et là, c'était son visage, sa photo, son nom. Des milliers de personnes parlaient d'elle. Elle haleta, les mains tremblantes. « C'est moi. Je l'ai posté hier soir, confessa Rachel doucement. J'ai dû faire quelque chose. » Emily ne pouvait s'arrêter de faire défiler. Compliments, encouragements, amour, des choses qu'elle n'avait jamais connues, pas de sa propre famille, lui étaient offertes par des étrangers complets. Pour la première fois de sa vie, elle sourit sans honte. « Rachel, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu n'abandonneras plus jamais, répondit Rachel. Plus tard ce jour-là à l'école, tout sembla différent. Des gens qui n'avaient jamais remarqué Emily la regardaient maintenant. Des murmures la suivaient dans le couloir. Non pas cruels, mais curieux. Les professeurs lui souriaient. Les élèves qui s'étaient joints à ses moqueries évitaient maintenant son regard ou lui offraient des compliments maladroits. Mais ce n'était pas le plus grand choc. Le retournement de situation familiale ce soir-là, la mère d'Emily l'appela en bas. Non pas pour crier, mais pour lui offrir un petit déjeuner pour le dîner. « Jessica,
la femme qui avait jadis dit qu'elle ne valait pas la peine d'être éduquée, proposa soudain de la conduire à l'école. Elle l'appela même ma chérie. Madison et Chloé, des seins du jour au lendemain. Elle complimentait ses vêtements, lui demandait si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Elles proposèrent même de prendre des photos avec elle. Émilie savait que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas naïve. Elles avaient vu le post. Probablement lu les commentaires. Peut-être même vu les comptes vérifiés qui la taguaient. Et maintenant, elle voulait en faire partie. Mais Émilie ne jouait pas l'idiote. À l'école le lendemain, Rachel la prit à part pendant le déjeuner. Son téléphone vibrait sans arrêt. « Émilie, tu n'es plus seulement en tendance, dit-elle, les yeux écarquillés. Tu es repérée. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ?»« Des astérisques scouts astérisques de mannequins, des représentants de marque. J'ai reçu 3 emails rien que ce matin. L'un veut que tu sois le visage de leur campagne d'automne pour grande taille. Ils offrent de l'argent réel, Émilie. » Émilie se figea. « C'est une blague ?» Rachel secoua la tête et montra les emails. De vraies entreprises, de vraies offres, de vrais contrats. Elle était stupéfaite. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle n'était que Émilie, la sœur grosse qui faisait la vaisselle. Mais le monde voyait autre chose. Et soudain, elle aussi. À la fin de la semaine, Emily Harris n'était plus seulement un sujet en vogue. Elle était devenue une véritable sensation sur Internet. Son visage était partout. Des influenceurs mode publiaient des photos côte à côte de sa transformation. Des animateurs de Astérisque Talk Show Astérisque faisaient référence à l'histoire virale d'une fille harcelée, maintenant célébrée comme un symbole d'amour de soi. Des marques envoyaient des messages à Rachel avec des questions comme « A-t-elle un agent ? Et peut-elle parler à notre événement sur la positivité corporelle ?» Mais à la maison, les choses devinrent étranges. Jessica, qui riait autrefois quand Emily pleurait à cause de son poids, insistait maintenant pour repasser ses vêtements d'école et lui préparer un smoothie spécial chaque matin. « Tu dois être impeccable pour tes fans, ma chérie, disait-elle, comme si elle n'avait jamais traité Emily de poids mort. Madison, qui se moquait autrefois des cuisses d'Emily, postait maintenant des selfies avec des légendes comme Dit et Sœur pour la vie de cœur, #la famille avant tout. Chloé faisait tout un spectacle en défendant Emily en ligne chaque fois que quelqu'un la critiquait. Commodément, dans des discussions publiques où tout le monde pouvait la voir. Emily n'y crut pas une seule seconde. Elle souriait poliment. Elle les laissait la serrer dans ses bras. Elle supportait même les dîners de famille où il faisait semblant d'être fier d'elle. Mais au fond d'elle, elle prenait des notes mentales, car Emily savait quelque chose que sa famille ne savait pas. Ce n'était pas le sommet. Ce n'était que le début. Et quand elle atteindrait le sommet, il ne grimperait pas avec elle. Le compte à rebours de la liberté toujours mineure, Emily n'avait d'autre choix que de laisser sa mère l'aider à gérer certaines offres de contrat. Jessica faisait tout un spectacle en assistant aux réunions et en lisant les documents. Mais tout ce qui l'intéressait vraiment, c'était l'argent. Rachel resta aux côtés d'Emily tout au long de cette période. Elle l'aida à organiser une petite équipe pour examiner les offres, répondre aux emails et planifier les événements. Elles avaient une règle, si une marque refusait de travailler par l'intermédiaire de Rachel ou insistait pour parler uniquement à Jessica, c'était un non. Rachel, pas Jessica, était la véritable manager d'Emily. Même lorsque Jessica essaya de faire passer Emily dans une meilleure école privée, la même que celle de ses sœurs, Emily refusa. « Je reste où je suis, dit-elle simplement. Jessica insista, mais ils ont de meilleures installations, une plus grande visibilité. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici même. Ce qu'Emily ne dit pas à voix haute, c'est « je n'échange pas la loyauté contre le luxe. » Pas encore. Rachel et elle avaient encore un an avant la remise des diplômes, et Emily était déterminée à le terminer avec la seule personne qui avait toujours été vraie avec elle. Au fil du temps, les masques de la famille commencèrent à tomber. Madison commença à demander des collaborations. Chloé laissa entendre qu'elle voulait lancer un blog de mode et avait besoin d'un coup de pouce. Jessica continuait à faire pression sur Emily pour qu'elle ouvre un compte joint pour les dépenses familiales. Emily joua le jeu. Juste assez pour maintenir la paix. Elle donna à sa mère un numéro de contact pour les questions juridiques. Mais c'était la cousine de Rachel, une étudiante en droit qui se faisait passer pour sa représentante. Elle prenait des photos avec ses sœurs quand on le lui demandait, mais ne les taguait jamais.
Elle fut claire, les projecteurs étaient les siens, et personne ne les détournerait à nouveau. La nuit, elle notait tout dans son journal. Chaque faux compliment, chaque tentative de manipulation, chaque culpabilisation. Elle constituait un dossier, non seulement pour sa mémoire, mais pour ce qu'elle prévoyait de faire une fois qu'elle aurait 18 ans. Et ce jour arrivait. Les mois passèrent lentement, comme une horloge qui tourne dans une cellule de prison. Émilie comptait chaque jour, chaque sourire hypocrite, chaque « je suis fier de toi » vide. Chaque instant, elle devait ravaler sa dignité pour garder une longueur d'avance. Mais le temps a toujours avancé. Et quand le calendrier atterrit finalement sur son 18e anniversaire, Émilie se réveilla avant le lever du soleil, non pas avec excitation, mais avec clarté. C'était le jour où tout changeait. Elle se tint devant le miroir, plus grande, plus forte, plus acérée. Pas la fille timide et brisée d'il y a un an. Elle avait grandi, et maintenant elle avait le pouvoir légal. La confrontation et l'indépendance. Sa mère frappa à la porte avec un faux sourire et une assiette de crêpes. Joyeux anniversaire, bébé. Nous sommes si fiers de toi. Émilie la regarda dans les yeux. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Jessica cligna des yeux. Quoi? Je déménage, dit Émilie platement. Aujourd'hui. Le sourire de Jessica se brisa. Tu plaisantes. Où irais-tu? Émilie sourit pour de bon cette fois. J'ai un bail à mon nom depuis 2 semaines. C'est un endroit tranquille de l'autre côté de la ville, payé avec mon argent. Les contrats à mon nom, les services publics, mon nom, tout. Jessica laissa tomber l'assiette. Espèce de gamine ingrate. Non, dit Émilie, s'avançant, sa voix calme mais dure. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pas après tout. Tu m'as ridiculisé, privé d'affection, m'as appelé des noms qu'aucune mère ne devrait dire à son enfant. Et maintenant, tu veux jouer la maman fière parce que le monde a enfin vu ce que tu n'as jamais vu. Elle sortit de sa poche un document soigneusement plié et le tendit à sa mère. Qu'est-ce que c'est? Une mise en demeure, répondit Émilie. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus autorisé à parler en mon nom, à accepter des accords en mon nom, ou à me représenter dans toute capacité juridique ou promotionnelle. Cela inclut Madison et Chloé. Si quelqu'un le viole, mon avocate poursuivra en dommages et intérêts. Le visage de Jessica devint rouge. Tu vas, exactement. Tu aurais dû agir comme ça quand ça comptait. Elle fit ses bagages, déjà organisés la veille, et quitta cette maison sans regarder en arrière. Pas de larmes, pas de câlins, pas de culpabilité. Rachel l'attendait dehors avec sa voiture. Dès qu'Émilie monta, elles roulèrent directement jusqu'à l'appartement. Tout était prêt. Meubles, Wi-Fi, réfrigérateur plein. Rachel avait même imprimé une banderole de bienvenue, « La liberté te va bien ». Émilie rit pour la première fois depuis des mois. Un vrai rire. Le lendemain, elle publia une déclaration sur les réseaux sociaux. À mes supporters, merci. À ceux qui m'ont soutenu quand j'étais invisible. Je vous vois. À ceux qui ne se sont manifestés qu'une fois que les projecteurs se sont allumés sur moi. Ne confondez pas l'accès avec le droit. Je parle pour moi maintenant. Et personne d'autre ne parle pour moi. Le post redevint viral. Au cours des semaines suivantes, Émilie commença à gérer sa carrière directement avec Rachel, officiellement en tant qu'assistante et attachée de presse. Elle refusa les offres qui n'étaient pas conformes à ses valeurs et n'accepta que celles qui valorisaient sa voix. Elle lança une campagne appelée #SimeNow, Voyez-moi maintenant, visant à soutenir les jeunes victimes de violences émotionnelles familiales et de dénigrement corporel. Elle parla dans des écoles. Elle anima des événements de sensibilisation. Elle posa pour des marques nationales et trouva encore le temps de faire du bénévolat dans des refuges et des programmes parascolaires. Ses abonnés adoraient son authenticité. Elle n'était pas seulement un visage. Ils sentaient son histoire dans leurs os. Quant à sa famille, ils tentèrent tout. Jessica envoya des lettres culpabilisantes. Madison publia une vidéo larmoyante « Notre sœur nous manque » pleine de larmes de crocodile. Chloé tenta de lancer sa propre ligne de positivité corporelle et affirma qu'Émilie l'avait inspirée. Émilie les ignora tous. Elle avait tourné la page, mais elle n'avait pas encore fini. Le discours qui ébranle le monde. Quelques mois plus tard, Émilie reçut une invitation à être l'oratrice principale d'une conférence nationale de la jeunesse axée sur la santé mentale,
le harcèlement et l'image corporelle. L'événement serait télévisé, diffusé en streaming et accueillerait des activistes, des célébrités, des survivants et des milliers de jeunes de tout le pays. Elle n'hésita pas. Au moment où elle confirma sa participation, des messages de sa mère inondèrent sa boîte de réception. Nous devrions y assister en famille. Je peux t'aider à écrire ton discours, ma chérie. Ça ferait bonne impression si Madison et Chloé se tenaient à tes côtés. Emily les lut en silence. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le jour de la conf.